Les européennes, y a-t-il un petit frémissement pour la liste des Républicains? L'appel à l'urgence en termes de sécurité de Mme Pécresse dans les banlieues, et puis la sortie de crise des Gilets jaunes, sans parler non plus de la crise politique qui s'annonce en Algérie. C'est avec Roger Karoutchi que nous sommes ce matin, le sénateur des Hauts-de-Seine, le sénateur Les Républicains. Roger Karoutchi, bonjour. Bonjour. Alors, on regarde les sondages, ils n'étaient vraiment pas fameux jusque-là. Et puis, on a l'impression quand même que la liste Les Républicains, conduite par François-Xavier Bellamy, on la donne à 12%, là. Alors, je ne dis pas que c'est mirobolant, mais ça semble un petit peu mieux. Ça vous rassure? On va faire beaucoup mieux. Moi, je vous le dis. Ça ne vous rassure pas? Si. Moi, je préfère le 12% qu'on vient de voir, plutôt que le 8-9 auquel on a été à Noël. Mais moi, je pense qu'on n'est pas encore dans le vif du sujet. Ouais. Et je pense qu'on va faire plus que ça. Vous êtes confiant? C'est un bon choix, François-Xavier Bellamy? C'était pas le mien. Ah! Non, c'était pas le mien. Mais après, il y a eu débat en commission d'investiture. On a tous avalisé le trio qui a été choisi. Donc, je ferai campagne naturellement pour cette liste. Le trio a un sens? Oui. Oui. Parce que c'est la diversité de la famille politique. Et Laurent Wauquiez a bien fait de rassembler et de dire clairement, bon, voilà, pour les européennes, c'est le débat européen, c'est pas un débat interne. Le vôtre? Moi, dans mon propre département, j'ai Philippe Juvin, qui est un député européen sortant, qui aurait très bien pu être tête de liste, ou bien Arnaud Danjean, mais bon, voilà. Alors justement, il y a un débat comme quoi, il ne faut reprendre que la moitié des sortants. Oui. C'est pas un débat, c'est un engagement de Laurent Wauquiez. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont être sur la touche? Oui, surtout si on a un score évidemment un peu inférieur à celui de 2014, forcément ça veut dire... Mais d'abord, vous avez des sortants qui, d'eux-mêmes, ne se représentent pas. Ouais. D'autres qui vont être touchés par le cumul. Ouais. Un type remarquable comme Dantin veut rester maire. Ouais. Un type comme Muselier, remarquable, veut Conseiller rester président de régional, région. président du conseil Donc, régional. vous avez déjà quand même un certain nombre de candidats. Les Marano, les Hortefeux, tout ça. Là, on va voir le 6 mars, au moins dans les 20 premiers. Ça va être chaud, non? Toutes les commissions d'investiture. Non, mais Rachida Dati et Nadine Morano savent se faire entendre. Ah oui, mais non, mais je pense. Et puis Nadine Morano est vice-présidente de la CNI. Elle mériterait d'y figurer pour vous. De toute façon, les sortants qui ont fait le job méritent d'y figurer. Après, forcément, si vous dites moitié-moitié, il y a des choix à faire, il y a des gens, pardon, un peu sacrifiés, mais c'est la règle dans toutes les commissions d'investiture. Vous êtes optimiste en tous les cas? Oui, moi je pense que on va sortir du grand débat, de l'affaire des Gilets jaunes, et on va revenir sur le débat européen. Et je pense que beaucoup de gens vont se dire, ça suffit, c'est pas ou Macron ou les extrêmes. Et donc, je pense qu'on va remonter. Donc vous êtes optimiste aussi pour l'avenir de Laurent Wauquiez lui-même? Je suis optimiste pour l'avenir du parti et de Laurent Wauquiez. Il mène bien sa marque? C'est difficile. C'est difficile. Et qui que ce soit à la présidence, franchement, quand vous sortez de la double claque électorale de 2017, c'était pas simple. Moi, je pense que je lui ai beaucoup dit en 2018, ouvre plus, rassemble davantage. Donc, quand il le fait en 2019, je ne veux pas dire que je suis mécontent. Il est un peu solitaire, dit-on. Chacun a sa manière de gérer le parti, mais je ne le trouve pas spécialement solitaire. C'est bizarre de solitaire. le voir au Salon de l'Agriculture, alors que Bellamy y était la veille. Pourquoi ils n'y vont pas ensemble? Ah, ça, c'est à eux qu'il faut le demander. Moi, je sais pas. C'est pas une erreur de non, tactique, mais je pense que Bellamy a voulu y aller avec le trio et que c'était assez logique de faire un peu liste européenne qui y allait. Non, ça me choque pas. D'accord. Alors, Valérie Pécresse, elle est beaucoup plus dubitative que vous. Elle n'a pas encore dit pour qu'elle allait voter aux européennes. Il n'y a pas de suspense? Chacun sait que je me suis beaucoup rapproché et je soutiens l'action de Pécresse et j'appartiens à Libre. Je n'imagine pas, même si on peut avoir des réserves, on peut dire qu'il faudrait améliorer le projet, etc. Je n'imagine pas. Vous voterez comme un seul homme, vous? Ah, moi, je ferai campagne. D'accord. Madame Pécresse, ce matin dans le Figaro, je ne sais pas si vous avez lu le journal, mais je vous encourage à le faire, lance un cri d'alarme en disant « il y a le feu dans les banlieues ». Et elle a raison. Elle a raison, tout le monde s'est demandé, y compris le gouvernement. Vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine, donc vous avez des banlieues chaudes chez vous. Il y a tout ce qui peut se passer à Nanterre, à Villeneuve-la-Garenne. Nous avons une situation où, en réalité, depuis les émeutes de 2005, on a dit, les banlieues, c'est très grave et tout. Sauf que chaque fois qu'il y a eu un plan Borloo récemment,
Oui, qui n'a pas c'est été trop cher, repris. pas repris. Résultat des courses. Vous êtes les premiers à dire que c'était trop cher, qu'on donnait beaucoup aux Bien banlieues sûr, finalement. mais c'est vrai. Et il y avait eu, pendant la campagne de Sarko, 1 euro pour les banlieues, 1 euro pour les zones rurales. Et ils ont raison. Sauf que aujourd'hui, on a un peu le sentiment qu'on ne sait plus quoi faire dans les banlieues. Qu'on a le sentiment d'avoir beaucoup investi et pas réussi. Et que dans ces conditions, on ne fait plus rien. C'est gangréné. Pécresse a raison. Julien Drey, qui était à votre place hier, dit c'est gangréné par le trafic de drogue. Bien sûr que c'est gangréné. Par le trafic, par le communautarisme, c'est gangréné. L'islamisme. Bien entendu. Quand vous écoutez nos amis élus de Seine-Saint-Denis ou de certaines communes ailleurs qu'en Seine-Saint-Denis, on vous dit, mais entre le clientélisme, le communautarisme, les trafics et les deals, c'est très difficile de faire. Et ben, la solution de Valérie Pécresse est la bonne. Oui. Il faut commencer par dire, c'est pas des villes où il y a 60-70% de logements sociaux. Vous cassez la mixité. À partir du moment où il n'y a plus de mixité, vous avez du communautarisme, vous avez des trafics. Il faut faire respirer les communes et dire, comme elle le fait très bien, on ne subventionne que les villes qui s'engagent à ne pas faire plus de 30% de logements très sociaux. Pour conserver. Qui refusent? Ah non, il y a beaucoup de communes maintenant qui ont compris elles-mêmes qu'il faut, il faut arrêter les dérapages, mais on a une situation compliquée. Vous êtes sénateur, est-ce que vous allez voter la loi anti-casseurs qui arrive à l'examen du Sénat maintenant? Bien sûr, je vais... Vous redoutiez qu'elle soit vidée de son contenu? Alors, bon, moi j'ai voté le texte initial. Il faut dire que au Sénat. Ça reprend un corpus de M. Retailleau, notamment. Exactement, je regrette qu'il y ait eu ici ou là des éléments un peu de retrait par rapport au texte sénatorial, mais le gouvernement, parfois contre sa majorité à l'Assemblée, a quand même conservé un cadre. D'accord. Alors de deux choses l'une, quand le texte va arriver au Sénat. Soit on dit, on veut revenir à notre texte initial, sauf que ça veut dire qu'on recommence la navette et on perd du temps. Soit, si les samedis continuent, là, il faut un texte très vite pour le gouvernement et on le votera conforme. Et vous le voterez? Oui. D'accord. Comment on en sort de cette crise? Il faut arrêter les manifs du samedi, là. Oui, comment vous les arrêtez? Non, mais attendez, pardon de dire, toutes les manifs, la plupart maintenant, ne sont même pas déclarées. Toutes ces manifs non déclarées. Mais justement, c'est compliqué de savoir où elles sont. Mais il faut que chacun sache où on va. Il y a un État, il y a un ministère de l'Intérieur, que l'État, que le ministère de l'Intérieur dise toute manifestation non déclarée est par définition une manifestation interdite, et on interpelle. Il y a une note qui a été révélée par France Info ce matin du procureur de la République de Paris qui recommande justement de faire durer les gardes à vue jusqu'à la fin de journée pour que les personnes qui ont été interpellées ne reviennent pas dans les manifs, et puis d'autres mesures plutôt assez sévères. Ça vous choque, ça? Le syndicat de la magistrature, réputé à gauche, s'indigne de ça? Que le syndicat de la magistrature s'indigne, il est Vous n'étiez pas sur le jour des cons, vous? Non. Enfin, à ma connaissance, mais je ne suis pas allé vérifier, personne ne m'a demandé. Mais je pense que le procureur a raison. Franchement, depuis des semaines, beaucoup de gens se disent jusqu'où ça va? Pourquoi on n'interdit pas les manifs? Pourquoi on ne prend pas des sanctions plus sévères? Alors il faut un moment que ça s'arrête. Autant on était tous sur le thème au début, sur la hausse des taxes sur le carburant, sur le pouvoir d'achat. On disait oui, il y a un problème de pouvoir d'achat pour les gens modestes dans ce pays. Il faut en tenir compte, il faut trouver des solutions. Et moi, j'étais partisan d'un Grenelle social. Ça a été écarté par le gouvernement, c'est une affaire. Mais maintenant, c'est insupportable. Vous ne pouvez pas laisser les centres-villes constamment livrés comme ça aux casseurs. Si ce n'est pas forcément des gilets jaunes, mais malheureusement, moins il y a de gens dans les manifs, plus il y a... les casseurs sont nombreux. Comment on sort de cette crise dont d'ailleurs le président de la République ne sort pas affaibli, semble-t-il? Non, mais lui, il joue son jeu. Lui, il dit, d'un côté, c'est moi, de l'autre côté, c'est le chaos, ou les extrêmes. Et c'est un jeu extrêmement dangereux. C'est volontaire. Non, mais il prépare 2022, il espère le deuxième tour déjà entre lui et Marine Le Pen, donc très bien. Sauf que c'est pas bon pour la démocratie. Comment on en sort de ça? Par l'autorité, parce que... Alors, il faut des mesures sociales, peut-être plus que ce qui a été voté en décembre, mais il faut... Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un Grenelle social sur les 3 ans qui viennent? Vous restez sur cette optique. Mais bien sûr, parce que si vous dites, voilà, on veut augmenter le pouvoir d'achat des gens les plus modestes, année après année, on sait qu'il faut faire des efforts de réduction de la dépense publique pour le faire. Comment on fait les deux, d'ailleurs? Comment on fait les deux? La réduction de la dépense publique, pardon, il y a bien des secteurs... Parce que ça fait quand même 20 ans qu'on entend ça. Oui, mais quand vous dites... Vous avez appartenu à des gouvernements qui défendaient cette philosophie-là. Ou, par exemple, le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite a été appliqué. Là, ça ne l'est pas.
Si vous ne réduisez... Ah, ben ça ne l'est plus du tout. On a dû réduire en 18 mois ça a eu des 2500. effets parfois négatifs dans certaines administrations. Oui, mais alors, le jeu est compliqué, je reconnais. Hein. Vous ne pouvez pas le faire de manière égale partout. Vous ne réduisez pas le personnel de la santé, vous ne réduisez pas le personnel de la police. Ouais. Mais en revanche, pardon, il y a des administrations centrales qu'on peut réduire. Et quand on nous dit qu'il faut plus de pouvoir pour les régions, pour les départements, oui, mais alors supprimer en parallèle les services d'État correspondants. Ça n'a pas de sens. C'est là où on peut faire des économies. Oh, oui. Aujourd'hui, dans bien des secteurs, vous avez double commande. Ça ne sert à rien, ça n'avance pas et c'est cher. Dans certains parcs des Hauts-de-Seine, vous allez peut-être voir prochainement, c'est déjà peut-être le cas, des jeunes femmes qui courent avec un hijab sur la tête. Ah oui, La marque Decathlon commercialise un hijab. Running, Qu'est-ce que c'est? C'est scandaleux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, c'est la loi du marché d'un côté, et en plus la loi de 1905 autorise. Hein. Bien sûr. Mais franchement, quand vous êtes, je ne sais pas du tout comment est géré Decathlon, vous êtes en France, vous voyez la situation, vous n'avez pas d'autres produits d'appel. Alors, on me dit que d'ailleurs, la vente de ce produit est très médiocre au Maroc. Oui. Donc, elle est très médiocre. Oui. Alors, si même au Maroc, ils n'en veulent pas, alors, moi, je ne pense pas sincèrement que ça aura du succès. Parce que les gens ne vont pas vouloir de ça. Mais c'est de la provocation. Enfin, de la provocation. Je veux dire. Comment on se défend par rapport à ça? Eh Comment la France il faut des textes plus clairs sur la laïcité. Moi, je ne veux pas remettre en cause la loi de 1905, mais l'application du voile, voile à l'école, voile dans l'enseignement supérieur, voile dans le domaine public. On a déjà un texte de M. Copé, d'ailleurs. On a des textes. Et c'est le voile intégral qui est visé. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il faut compléter? Complétons. Oui. C'est pareil pour le burkini, c'est pareil pour... Bien sûr, bien sûr. Franchement, la notion de l'indépendance de la femme en France, en Europe, aujourd'hui, elle a été remise en cause pas mal. Il faut arrêter. D'accord. Il faut arrêter. Il y a des troubles en Algérie actuellement, enfin des troubles pas encore, il y a des manifestations qui se constituent contre le fait que M. Bouteflika puisse se représenter une 5e fois à la présidence de la République. Vous redoutez que ça dégénère, que ça vire au chaos, et la France est en première ligne, là, pour Alors le coup. la France est en première ligne s'il y a un départ massif d'Algériens, soit s'il y a de la répression, soit s'il y a de la contestation non écoutée. Le fait est que c'est comme ça, je pense que le système militaro-politique en Algérie verrouille tout, et je pense que M. Bouteflika sera réélu, j'allais dire, si j'étais plein d'humour, dans un fauteuil. C'est normal que le président de la République, il y a quelques mois, ait donné finalement son blanc-seing à cette candidature? Je ne sais pas s'il a donné son blanc-seing, est-ce qu'on y peut grand-chose? Oui, c'est ça. Quand il n'y a pas de capacité à changer la donne, autant faire avec. Mais la vérité, c'est qu'à la fois, on a besoin que l'Algérie ne sombre pas dans le chaos, parce que la France sera en première ligne sur les arrivées, et deuxième élément, il faut pouvoir quand même un peu développer les droits de l'homme en Algérie, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Bien sûr. On est avec Roger Karoutchi, le sénateur des Hauts-de-Seine, et c'est avec Julie Coulomb-Profisi que l'on continue et vos questions, chers internautes. Bonjour Yves, bonjour Roger Karoutchi. Alors, ça commente énormément sur le chat du Figaro. Notamment donc, avec les européennes. On a des questions qui reviennent souvent. Pensez-vous qu'une alliance avec le Rassemblement national est envisageable? Non. C'est clair. Non. Avec Debout la France? Non plus. Non. Pourquoi? Parce que, et moi je ne suis pas dans l'excès, dans les qualificatifs sur ces mouvements, parce qu'ils vivent leur vie, mais la vérité c'est que Marine Le Pen, en réalité, espère supplanter définitivement les Républicains. Et vous ne dites pas à quelqu'un qui veut votre disparition, tiens, on va s'allier, si vous pouviez nous faire disparaître. On a évidemment des électeurs qui peuvent être tentés. Mais moi, je pense que la droite classique que nous incarnons doit porter son chemin, avancer et... de toute façon, dans les élections européennes, ce sont des élections à la proportionnelle, il n'y a pas besoin d'alliance, il n'y a pas besoin d'accord. Il faut défendre nos idées, nos convictions et voir le score. Après, vous avez des idées en commun, quand même? On a parfois des constats en commun sur la situation économique, sur la situation sociale, sur un certain nombre de sujets. On peut avoir, avec Debout la France notamment, des constats en commun. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours les solutions identiques.
D'accord. Donc, Julie. voilà. Alors, donc en ce moment, c'est le salon de l'agriculture et Voitout nous dit la PAC, donc la politique agricole commune, a détruit tous les petits exploitants et ne soutient que les gros. Ce système est complètement périmé. Donc, vous ne partagez pas ce point de C'est un vue? préjugé, ça, c'est un cliché un peu. C'est un préjugé. Je pense que pendant une vingtaine d'années, la PAC a été très favorable à l'agriculture française, à sa modernisation, à sa rentrée dans le marché international. Le problème, c'est que les avantages de la PAC pendant 20 ans ont, il faut le dire, coûté cher à l'Europe, parce que c'était la politique prioritaire. Et on en bénéficiait, nous. Et on en bénéficiait, nous, en premier. Sauf qu'au bout d'un moment, les Allemands et d'autres ont dit la PAC est trop chère. Et ils ont renié sur la PAC. Et ils veulent encore renier sur la PAC. Ce qui pose problème pour nos agriculteurs. Donc, laissons le gouvernement français défendre la PAC en Europe. Le gouvernement s'y est engagé. Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui est un ancien sénateur, s'y est engagé. Et j'attends de voir les résultats. Parce M. que Bellamy dit quand même que la France ne fait pas assez d'efforts, justement. Elle lâche trop, dit-il. On lâche trop parce que c'est toujours pareil. Le deal européen est permanent. C'est-à-dire les gens vous disent, si vous voulez plus sur la défense, sur la sécurité, il faut mettre moins sur la PAC parce qu'on a moins d'argent. Donc il faut qu'on trouve une solution. Mais en tout cas, il ne faut pas lâcher les intérêts de nos agriculteurs. Mais vous faites l'idée reçue selon laquelle les petits agriculteurs non, c'est pas vrai. ne reçoivent pas. C'est pas vrai parce qu'en réalité, la PAC a aidé considérablement l'ensemble de l'agriculture, mais si elle a moins de moyens, évidemment, nous avons moins de retours. Alors, donc vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine et on a à ce titre Princeps qui nous pose une question. Que pensez-vous d'une élection du Sénat au suffrage direct et proportionnel? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Proportionnel, proportionnel, c'est déjà le cas. Par exemple, dans les Hauts-de-Seine, le suffrage est proportionnel. Si vous le mettez, le Sénat élu de la même manière que l'Assemblée nationale au suffrage direct, quel est l'intérêt d'avoir deux assemblées élues de la même manière, dans les mêmes conditions? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il suffirait aussi de le mettre à élection juste derrière l'élection présidentielle, comme ça, vous avez deux clones. L'intérêt du bicamérisme en France, c'est la différence entre le Sénat, qui représente les territoires, les collectivités, et l'Assemblée qui est plus représentative de l'émotion populaire à un moment donné. Donc moi je suis pour qu'on reste, on peut modifier un peu le corps électoral, on peut l'élargir, on peut voir notre système, mais se calquer sur l'Assemblée nationale, quand je vois l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, je n'ai pas envie. Vous êtes inquiet pour l'avenir du Sénat, puisqu'on a vu que le président de la République avait mis dans sa lettre aux Français qu'on pourrait peut-être réfléchir tous ensemble, la nation. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir du Sénat, je suis inquiet pour ceux qui mettent en cause le Sénat. Ah oui. Ça leur coûte cher, généralement? Généralement, ça ne réussit pas. Et je me suis permis de le dire à ceux qui essaient. C'est un gaulliste qui parle, en plus. C'est un gaulliste qui parle. D'accord. La commission Benalla, vous avez trouvé qu'elle avait fait du bon travail? Elle a travaillé très sérieusement, contrairement justement à la commission de l'Assemblée nationale. Et elle a des conclusions. Alors je vois bien que c'est contesté, forcément, par ceux qui sont un peu remis en cause. On dit qu'il y a eu un comportement très politique, finalement. Ça n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ceux qui ont suivi les travaux à la télé voient bien qu'il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de questionnements. Elle est composée de manière totalement diverse, puisque tous les groupes du Sénat sont représentés. Elle a fait une lettre de saisine du bureau. On va voir ce que décide le bureau du Sénat. Mais moi, je trouve qu'elle a fait un travail correct. J'aurais été le gouvernement, j'aurais simplement dit on prend acte des conclusions de la commission. Parce que les recommandations. Ne pas dire qu'il y a des contre-vérités. Mais oui, mais parce que en réalité, il parle de contre-vérités, mais d'abord, pour le moins, ils n'en ont cité aucune. Deuxième élément, ils ne contestent pas les faits. Ils contestent le fait que la commission fasse des recommandations. Mais les recommandations ne sont pas obligatoires. Ce qui est obligatoire, c'est le constat des faits. Bon, après, on peut discuter. Non, affaire d'une dérive de certains dans l'État. Et du fonctionnement de l'Élysée. Et du fonctionnement qui va avec. Mais moi, j'en fais pas une affaire d'État, c'est pas le cas. Mais il y a une dérive marquée, oui. Bien sûr. Alors, Julie. on a Condé qui nous demande, selon vous, qu'est-ce qui a conduit à la montée de l'antisémitisme et du racisme en France? 1, l'antisémitisme a toujours existé. 2, la tradition, les médias, l'autorité de l'État nous aidaient à faire en sorte qu'il existait, mais n'osait pas s'exprimer. 3, le communautarisme islamiste s'est rajouté à la tradition, comment dire, plutôt d'extrême droite. Et donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est l'espèce de pseudo-libération de la parole, qui fait que ceux d'extrême droite qui autrefois étaient antisémites, mais
qui n'osaient pas le dire sur les réseaux sociaux, où sous couvert d'anonymat, les gens se libèrent, ou dans les manifestations extérieures, le font. Vous rajoutez l'islamisme intégriste qui a donné lieu à des attentats antisémites, et vous avez une conjonction. Pour autant, et je le dis très, très sincèrement, je ne pense pas, je ne dirai pas que la France est un pays antisémite, loin de là, loin de là. Je pense qu'en réalité, c'est une toute petite proportion de la population, toute petite, y compris dans la communauté musulmane, toute petite. Mais l'expression est là quand ces gens n'osaient pas lever la tête de honte. Et la honte est malheureusement passée. Voilà la vérité. Est-ce que le président de la République a eu raison de plaider pour une redéfinition de l'antisémitisme en France qui intègre l'antisionisme? Il a raison, mais j'attends les actes. Sans passer par la loi. Hein. Mais j'attends les actes parce que je serais tenté de dire que depuis des années, tous les premiers ministres, tous les ministres de l'Intérieur ont fait de très belles déclarations compassionnelles ou incantatoires sur la nécessité de lutter contre l'antisémitisme. Et quand, dans l'hémicycle, je dis « mais moi je veux des actes, où sont les décisions ?» Quand l'imam de Toulouse qui prêche la haine n'est toujours pas expulsé, quand un certain nombre de gens tiennent des propos invraisemblables et qu'il y a des sites sur les réseaux sociaux, alors on a commencé à me dire qu'il va y avoir des interdictions. Mais enfin, c'est une évidence que si on ne lutte pas, vous savez, c'est comme tout. Quand on nous disait il faut faire la guerre au terrorisme, la guerre à l'islamisme intégriste, moi je veux des actes. On ne peut pas me dire on fait la guerre au terrorisme et imaginer faire revenir les djihadistes. C'est pas possible. Ou alors on a perdu la raison, on parle, mais on ne fait pas. Donc ça c'est idiot. Merci Roger Carucci d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris aux questions des internautes que Julie Coulomb-Profisi a posées ce matin. Merci Julie, et à demain si vous le voulez bien.